je traduis, parce que une hémoglobine glycosylée élevée prédit un déclin de la mémoire. Oui. Alors ça, moi, ça me terrorise personnellement. Et donc, ce que je trouve absolument fascinant, et cet article se base sur d'autres articles, je crois que l'article Princeps, c'est l'Université de Munich en 2008 qui l'a bien démontré. C'était sur des sujets de 60 ans et plus, mais bon, est-ce que c'est faux à 55 ans? Je ne crois pas. Et ce qui était fascinant dans cet article Princeps, mais celui-ci dit exactement la même chose, et d'ailleurs, je peux reprendre ceci parce que finalement, c'est assez résumé. Le diabète accélère la perte de mémoire. Bon, ok, tu vas me dire, bon, mais diabète, mais ça fait plein de dégâts partout. Et donc, et voilà la conclusion, et un taux plus élevé d'hémoglobine glycosylée prédit un déclin de la mémoire. Et alors, voilà les 3 mots clés, even in non-diabetics, Oui. même chez les non-diabétiques. Oui, mais tu sais déjà, l'équipe Bredesen, il y a oui. dans les causes d'Alzheimer. Évidemment. Alzheimer, c'est le diabète de type 3. Moi, je dis c'est la caramélisation du cerveau. Tu glyques ton hémoglobine, tu glyques tes protéines cérébrales. L'hémoglobine n'est qu'un marqueur d'une glycation forcenée. Ta rétine, tu glyques tout, en fait, c'est clair. Oui. En fait, pour expliquer aux gens qui ne savent peut-être pas ça, c'est que la glycation, donc le fait de caraméliser, comme tu dis, ces protéines, voire ces hormones, entraîne un dysfonctionnement de ces protéines et de ces hormones. Et c'est la dégénérescence des tissus qui peuvent être… Un vieillissement, une forme de vieillissement. Le cerveau, oui, tout à fait. Et alors, enfin, moi, je trouve que le vieillissement est basé sur 3 grands axes qu'il faut combattre tous les 3, c'est l'inflammation, l'oxydation et la glycation. Et il ne faut pas oublier la glycation. Et la glycation, si tu ne fais pas l'HbA1c, tu peux la louper. Tu as raison. Ou la voir trop tard. Tu as raison. On n'a pas l'impression que ça mijote. Alors moi, je le rentre dedans. Alors là, attention, ça date d'il y a longtemps qu'il y a un problème avec cette glycation. Parce que, effectivement, pour la neurodégénérescence, c'est absolument essentiel. Et alors, s'ils ne sont pas encore convaincus quand je dis qu'ils sont en train de se caraméliser le cerveau, je leur mets une couche et je leur dis qu'ils transforment leur matière grise, matière grise, c'est le terme populaire, en barbe à papa. Oui, voilà. Ça, en général, ça commence à les perturber. Pour ça. Tu vois, le problème qu'on a, c'est que, tu sais, les patients, beaucoup sont des fainéants, ne sont pas prêts à faire un effort. Ils sont prêts à prendre des pilules. Donc, moi, si je prescris 15, 20, 25 compléments alimentaires à un patient, à la limite, il va accepter de le prendre sans problème. Je n'ai pas dit sans se poser de questions, parce que pour chaque complément que je prescris, j'envoie en même temps, je justifie par des articles, des exemples, extraits de séminaires, etc. Mais le problème, c'est que faire bouger quelqu'un et faire changer l'alimentation de quelqu'un, c'est vachement plus difficile que de faire prendre des compléments alimentaires. Et donc, certains patients, ils vont changer leur truc quelques jours et puis ils vont de nouveau… C'est vrai, d'accord. Et ça, malheureusement… Il y a peut-être besoin de plus de coaching, tu vois, d'avoir un relais dans chaque maison, quelqu'un qui est là sur le terrain et qui les tanne. Bon, il y a une limite, évidemment, à ce qu'on peut… voilà, il faut être écouté, il faut être entendu. On a une collègue dont je ne citerai pas le nom, mais elle travaille super bien. Elle, en fait, demande à ses patients d'envoyer à chaque repas la photo du repas. Mais oui, elle a des résultats extraordinaires, je le vois. Oui, mais ça prend du temps. Moi, je n'ai pas le temps. Ça bouffe du temps. Mais les résultats sont géniaux parce que même si vous grignotez un truc, envoyez-moi la photo si vous grignotez. Alors, maintenant, Écoute, le truc, mais… J'ai une toute petite anecdote là-dessus que j'utilise très souvent. Et si j'ai des patients qui entendront ceci, ils reconnaîtront l'anecdote parce que je la parle tout le temps. Parfois, je mets ça en scène. Je dis, écoutez, on va se mettre d'accord, vous allez m'envoyer la photo de votre repas et je dois en anglais tout vet pour approuver, mettre le V. Okay? À la limite, il y aurait un truc électronique où on met le V ou alors on met un flag rouge. Bon, eh bien, je leur dis, si j'approuve, if I vet, vet, ce n'est pas veto, ça veut dire le contraire de veto, en fait. Bon, bref. Si j'approuve, vous pouvez encore rater
entreprise pour réduire l'HbA1c, parce que je te parle de gens qui ont trop de… Les gens qui n'ont pas trop d'HbA1c, moi, ils peuvent faire des goûters Pantagruelix, c'est le cadet de mes soucis. Mais bon, je m'intéresse à ceux qui ont foutu leur métabolisme glucidique en l'air. Et si les premières bouchées sont dédiées à manger la partie glucidique, même si elle est très raisonnable. Hein. Imaginons qu'il y a 2 pommes de terre vapeur, hein, dans une belle grosse assiette avec du cabillaud et du brocoli, ben, il faut manger les 2. Alors, s'ils aiment bien leurs pommes de terre, qui commencent par les 2 pommes de terre, crac, on va avoir un petit pic de sucre. Et alors, il y a des travaux très intéressants. Il y a notamment une nutritionniste américaine qui est un peu la papesse de l'HbA1c. Elle travaille énormément avec des glycomètres, etc. Et c'est vrai que si tu travailles avec un glycomètre, tu vois que selon l'ordre dans lequel tu manges tes macronutriments, tu peux avoir un bien meilleur résultat ou pas. Et donc, comme j'ai énormément travaillé, mais depuis des années, hein, sur la réduction de l'HbA1c, notamment pour réduire le mien, qui était à 5,9% il y a 7-8 ans, qui maintenant, récemment, était à 5,2%. J'étais très fier. Bon, visiblement, je suis passé à 5,4. Il va falloir que je me corrige un peu. Mais enfin, ça reste correct, hein, pour mon âge avancé, qui est plus avancé que le tien, comme tu sais. Et donc, je me suis vraiment obsédé sur des années. Et ce sont ces petites erreurs-là. Bon, en un mot, ce que j'explique, c'est que ce n'est pas la quantité de sucre sur la journée qui joue un rôle majeur, c'est plutôt… le timing, c'est plutôt de voir quand le sucre intervient, avec évidemment les snacks sucrés, bon, catastrophiques, mais même dans l'ordre des macronutriments sur un repas donné. Et alors, je commence à avoir des feedbacks de mes vidéos chez des diabétiques type 2, mais sévères, sous insuline, enfin, plein de cas vraiment très avancés. Eh bien, les HbA1c, qui sont pathologiques, qui sont très hautes, elles diminuent rien que parce que les gens font attention, ne prennent pas, s'ils prennent un verre de vin, moi je leur dis, vous pouvez prendre un verre de vin rouge, mais pas le goûter avant, pas l'apéritif, ou alors si c'est un apéritif, des olives ou En gros, bien… commencer par remplir l'estomac avec des prods, des légumes, avant de mettre éventuellement un truc sucré dessus. Il faut commencer par les protéines, ce qui renvoie évidemment à ton dogme du premier repas protéiné et gras avec lequel je suis 100% d'accord. La seule chose où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est peut-être l'heure de ce premier repas. Bon. Voilà, moi, je le tire un peu plus vers le bas et j'aime bien de raccourcir un peu le truc parce que je trouve que ça… Je te dis, j'ai des patients qui loupent le petit déjeuner, ils mangent bien fin de matinée à midi, bah, ils sont bien dans leur tête, donc voilà, je leur laisse. Ah oui, c'est ce que je fais. Je ne fais pas bien dans ma tête. Voilà, ils n'ont pas de phytoneurotransmetteurs, donc c'est bon. Mais ce qui m'a aussi un peu interpellé, j'ai encore moi 2 petites choses à dire. Ce qui m'a aussi un peu interpellé, j'ai fait, mais figure-toi que je l'ai fait ici vraiment avant de commencer, parce que j'avais lu cet article, en effet, qui est quand même pas mal fait, hein, qui a plein de références, des tonnes de références scientifiques, très, très complet comme revue de la littérature. Et donc, c'est bien fait. Alors, attention, hein, ils vont quand même dans ton sens. Hein, ils disent « do not skip breakfast hein. ». Dans cet article, ils disent « do not skip breakfast ». Mais, ce que je voudrais quand même jeter dans la réflexion ici, parce qu'on est là pour réfléchir tous ensemble, et il y aura peut-être des feedbacks de gens ou de collègues, ou toi et moi, hein, qui reviendront un peu sur le sujet un jour ou l'autre, c'est que, et ça c'est aussi dans mon fameux dernier livre, c'est le quote numéro 43, juste avant l'autre, et ça c'est un article du British Medical Journal, quand même une grosse référence, de janvier 2019, 30 janvier 2019, qui conclut que cette étude, une énorme étude, hein, c'est une méta-analyse gigantesque, 13 études incluses, etc. Bon, un gros travail. Enfin, les méta-analyses, bon, on sait que ça, il y a à boire et à manger, mais enfin, ça a quand même été fait de manière assez sérieuse.
Et alors, la conclusion est la suivante. Textuellement, cette étude suggère que l'addition d'un petit déjeuner, breakfast, pourrait ne pas être une bonne stratégie pour la perte de poids. Il faut se méfier de recommander un petit déjeuner pour la perte de poids chez les adultes parce que cela pourrait avoir l'effet opposé. Ça, c'est le British Medical Journal. Dieu sait si, en plus, le petit déjeuner en Angleterre est absolument essentiel. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, alors, j'ai lu ça il y a l'année passée. J'avais lu un article qui avait l'air assez sérieux où justement les collègues qui écrivaient cet article, je ne sais plus d'où ils venaient, etc., recommandaient évidemment de louper le petit déjeuner. Moi, ça me semblait une hérésie, mais bon, voilà, donc je ne m'y suis pas attardé. Mais voilà. Mais je crois que ça mérite réflexion. Parce que finalement, toi, tu dis, le premier pas doit être protéiné et gras. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il ne peut pas être retardé? Alors, idéalement, c'est vrai que si tu sautes le petit déjeuner, que tu manges à 13 heures, et puis tu as encore faim, puis tu refais un snack, peut-être un bon snack, pas avec des trucs sucrés, dans l'après-midi, puis tu vas encore faire un repas du soir à 20 heures, finir à 21 heures, on se retrouve dans ce truc qui n'est pas très bon d'avoir un time restricted eating de 8 heures, mais retardé, décalé vers le soir. Tu vois, c'est pas génial ça. Mais si par contre, mais c'est très difficile socialement, hein, tu viens de le dire toi-même, aujourd'hui, voilà, tu n'es pas en mesure de. Mais si par contre, on peut faire un time restricted eating, TRE, de 10h30 du matin à 18h30, bon là, on est sur du velours parce qu'on coche toutes les cases. Et évidemment, ça reste un petit déjeuner, on pourrait dire un brunch si on veut, hein. Ce n'est pas un breakfast, ce n'est pas un lunch, c'est un brunch, doit être protéiné et gras. À mon avis, tu ne vas rien changer à tes besoins de stabilisation de la glycémie, de nourrir, d'apporter des acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs, etc. Tu obéis à tout. Oui, tu as raison. Mais également, il ne faut pas oublier que ces protéines du matin, donc, via la tyrosine, va aussi générer les hormones thyroïdiennes, hein, qui sont la T3 quand même au niveau mitochondrial, au niveau capital. Donc, on réplique souvent ça. Mais et si tu les as mangés la veille, tu ne les as plus ou quoi? Je ne sais pas. On ne sait pas trop. J'ai rien lu là-dessus. Ce qui m'a. Et alors, c'est la dernière chose que moi j'avais à dire, parce que bon, tu as peut-être d'autres choses à dire aussi, mais moi j'avais une espèce de checklist de trucs à partager. J'ai alors repassé, juste avant cette discussion, hein, le fameux article en question. Je l'ai passé au scanner, si tu veux, pour rechercher le mot neurotransmetteur. Hein, il y a 60 pages dans ce truc. Eh bien, voilà. Aucun résultat, donc ils n'en parlent pas. Ils ne sont pas branchés là-dessus. Ça. Il y a une particularité, je crois franchement, hein, et j'essaie de comprendre, il y a une particularité francophone, me semble-t-il. Je ne pense pas que les Anglais, tu me diras, c'est des Italiens. Ouais. Désolé. Enfin bon, c'est là. Je ne pense pas, parce que j'ai un peu regardé ailleurs aussi. Je n'ai pas l'impression que beaucoup d'anglo-saxons ou d'internationaux hors le microcosme francophone sont tellement obsédés de lier la nutrition et les neurotransmetteurs. Mais bon, moi, je ne suis pas en train de rejeter ça, mais pour ta gouverne et pour… de toute façon, mes patients se reconnaîtront, moi, je n'utilise pas. Mais je pense que mes patients ont des neurotransmetteurs assez corrects parce que je m'assure qu'ils ont assez de protéines. Je fais effectivement beaucoup plus de high fat, low carb, hein, qu'autre chose, évidemment. Donc, les graisses, elles viennent avec des protéines, les protéines viennent avec des graisses. C'est des aliments où c'est toujours attaché ensemble, hein. C'est clair que l'un va avec l'autre. Donc, il y a les précurseurs des neurotransmetteurs et je vérifie systématiquement, et je pense que tu fais exactement la même chose, tous les cofacteurs, le fer, la B9, la B12, la B6, les B en général. Alors,
forcément, tu as les précurseurs, tu as sur les voies biochimiques, tu as tous les cofacteurs, tu as les oméga-3 pour la fluidité des membranes et que tout ça fonctionne. Ben, écoute, voilà quoi. Je crois que aussi, arrive au même résultat sans nécessairement l'expliquer de la même manière. c'est vrai que moi, je suis très branché psychonutrition parce que voilà, j'ai connu ça il y a une trentaine d'années avec des formations à Paris avec David Soran-Schreiber et compagnie. Et j'ai écouté très souvent également J'apprécie, hein, dans énormément. dans tes cours que j'ai suivis avec Métagénique et compagnie. Et, euh, et donc, si tu veux, j'ai un recrutement quand même qui est très important de patients dépressifs, fatigués, des patients hypothyroïdiens, c'est colossal. Ils viennent chez moi que pour ça. Tu es bon, tu recrutes, hein, ça c'est Ah oui, toujours. Il y a des biais de recrutement. mais également, j'ai des recrutements d'andropause, pré-andropause. Mais donc, si tu veux, j'ai un recrutement qui est peut-être un peu particulier par rapport à un nutritionniste lambda où il a plus des gros, quoi. Donc, alors, j'ai pas dit que j'ai pas des gros, j'ai des patients en surpoids de 10, 20, 30, 50, 60 Mais kilos. oui, on en a tous. Voilà. Mais je veux dire, c'est peut-être pas le premier recrutement que j'ai l'excès de poids. C'est pas en pourcentage le plus gros. Tu as peut-être plus de gens qui ont de vrais profonds déficits en neurotransmetteurs sur lesquels il faut davantage insister. Et en hormonaux également. Voilà, ça, oui, ben oui, mais ça, bon, forcément, hein, mais ça, je ne conteste pas. Ben, ceci dit, évidemment, si tu es hypothyroïdien, il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner dans tout ça. Hein, c'est un fait. Ouais. Malheureusement, on a probablement toi aussi, tu as des patients qui ne sont pas contents d'un, ils vont chez l'autre, ils viennent puis Oui, ils nous ça arrivent. va dans les deux sens. Et je crois que, et j'ai des collègues, malheureusement, je vois des patients qui ne sont pas du tout pris en charge pour nutritionnel. Ils ont déjà des prises en charge hormonaux, ils ont des dysbioses canons avec des candidoses qui sont mal prises en charge, qui persistent à cause d'erreurs alimentaires. Et donc, dès que tu as en dysbiose, en candidose intestinale non prise en charge, et c'est des patients assez étonnamment qui sont déjà passés chez un, deux, voire trois nutritionnistes ou diètes et qui bouffent encore du pain, enfin, je veux dire, qui mangent à l'envers, quoi. Donc, plein de gluten, plein de gens. Moi, je vois des tonnes de gens. Enfin, écoute, parfois, c'est des cas vraiment extrêmes. Et en fait, ils sont borderline cœliaques sans l'être. Donc, voilà, puisque c'est c'est binaire, ou tu es cœliaque ou tu ne l'es pas. Ben, tu n'es pas cœliaque, bon, ben, alors gluten tant et plus. Et alors, mais ils sont dans un état, puis alors tu arrêtes le gluten, mais ça fait déjà un monde de différence. On a mangé à Londres il y a peut-être 6, 7, 8 ans. Je te passais, on a mangé. Oui, je me souviens très bien. Oui, en face de Hyde Park, là. Oui, on était bien là. Hein. Tu m'avais dit à ce moment-là, ça m'avait frappé. Tu m'as dit, écoute, Steph, là, depuis que j'ai arrêté complètement le gluten, quel changement? Et je me dis, mais tiens, comment ça se fait-il que Georges Mouton me dit ça il y a 8 ans, enfin, parce que donc, oui, il y a 8 ans, effectivement, je revenais d'Éthiopie, plusieurs fois en Éthiopie, et là, je me dis, mais je plane ici en Éthiopie, puis je reprends l'avion, je suis complètement écrabouillé. Mais en fait, c'est parce que dans l'avion, déjà, il y avait déjà du pain dans le menu de l'avion, quoi. Hein. Et en Éthiopie, je ne me rendais pas compte parce que c'était des flatbread, donc des injera en amharique, hein, pour utiliser le terme dans la langue principale utilisée en Éthiopie, eh bien, c'est du teff. Ce n'est pas du steph, c'est du teff. Ouais. Et moi, ça m'a essayé. Le teff, il n'y a pas de gluten et ça fait des très bons pains. Il y a 0 gluten. C'est une toute petite céréale comme ça. Et c'est marrant, parce que tu me dis ça au resto, tu sais, depuis que j'ai arrêté le gluten, et je me dis, putain, comment est-ce que. Enfin, désolé, mais comment est-ce que lui, il arrête seulement le gluten maintenant complètement, tu vois, Alors, comment ça me semble. Figure-toi que j'ai utilisé des tests à l'époque dont je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas fiables. Et puis alors, finalement, le labo avec lequel je travaille le plus souvent a changé ces tests. Maintenant, je les trouve fiables. Et effectivement, ça, c'était une autre chanson. C'est ça le danger de se baser sur les tests, parce que moi, je trouve que je fais peut-être parfois trop confiance aux tests. Je me dis, non, mais mes tests sont bons, donc je ne voyais pas l'intérêt. Mais bon, ça a été un changement dramatique. Moi, j'ai deux vies, une vie avec gluten calamiteux. Tu sais que ma bilirubine,
qui a toujours été trop, j'ai toujours été étiqueté, parce que ça, c'est pas publié, j'ai De toujours été étiqueté Gilbert. de syndrome de Gilbert. Gilbert, ouais, ouais. Depuis que je fais des prises de sang, avant même d'être médecin, voilà, syndrome de Gilbert. Bilirubine explosée. Eh bien, maintenant, C'est sans normal. gluten, j'ai une bilirubine totalement normale, parfaitement normale, basse. Donc, mais ça, ce n'est pas publié. Tu peux regarder partout. J'ai déjà cherché sur PubMed, ça n'y est pas. Alors, qu'est-ce que le gluten faisait à mon système digestif? Dieu sait quoi, mais en tout cas, je m'explosais ma bilirubine. C'est te dire. Hein. Et en fait, moi, j'ai encore lu un article récemment où tu lis la résistance à la leptine. Le gluten augmente la résistance à la leptine, qui est l'hormone de la satiété, hein, qui fait que tu maigris, donc sécrété voilà, par les tissus adipeux. Et c'est vrai que tu veux du gluten, mais ça te perturbe ton intestin, tes hormones, tes récepteurs hormonaux, enfin, ça donne une inflammation de bas grade, et puis on est parti pour la gloire, quoi. Ben, oui, mais j'ai toujours bien aimé le bouquin du cardiologue américain fonctionnel, là, Harris, c'est comment encore, de Wheat Belly. C'est ça, de Wheat Belly, hein, qui est traduit en français d'ailleurs. Hein. Moi, je me souviens avoir lu ça plus ou moins à ces époques-là. Bon, après ça, tu ne manges plus de gluten, hein, je peux te dire que j'ai plus touché. Non, ben écoute, bon voilà, personne n'est Moi, j'ai parfait. fait une petite étude, enfin pas une étude, c'est pas, j'ai pas tout collationné, mais il y a quelques années, en 2 mois, en fait, de patients, donc j'ai revoyé un mois après ou un mois et demi après la biologie, ben, en moyenne, en un mois, les patients qui arrêtaient le gluten, mais complètement, perdaient en moyenne entre 4 et 6 kilos. Voilà. Sans manger moins qu'avant, même en mangeant plus qu'avant, ils mangeaient différemment. Donc voilà. Et Oui, mais en plus, là-dedans, il y a ces effets insulinogènes, diabétogènes, enfin, toute la clique. Il y a aussi la rétention d'eau. Persuadé qu'ils perdent 2 kilos, 1 à 2 kilos de rétention d'eau inflammatoire. Parce que c'est quand même un ensemble de protéines qui sont inflammatoires pour beaucoup de gens. Bon, maintenant, je ne vais pas, moi, je n'ose pas, je trouve que ce n'est pas correct. Je dis à tout le monde, il faut arrêter le gluten. Bon, il faut quand même avoir une raison. Enfin, ça crée à tellement. l'inverse, celui qui a envie de l'arrêter en se disant bah, tout ce qu'on fait, ce n'est pas intéressant, là, je n'ai aucun problème avec ça. Mais bon, les gens qui n'ont aucune plainte, ben, ceci dit, des gens qui n'ont aucune plainte, déjà quand tu commences à regarder les marqueurs auto-immuns, il y en a quand même plein qui en ont. Et là moi, je trouve que ça, c'est une raison pour arrêter le gluten. Donc, tu as déjà un paquet de gens que tu mets sans. Mais là, je te suis à 100%, cette histoire de gluten. D'accord que Toi, tu dis, bon, je vois bien tes rapports. plus chez moi si vous mangez encore du pain, mais oui, c'est comme ça parce que j'ai pas envie de dépenser d'énergie pour quelqu'un qui Non, est pas non, non, je suis d'accord. Non, mais moi, je les reprends pas non plus. au moins Mais, essayer pendant un mois ou deux d'arrêter ça. Il y a tellement de choses à bouffer que du oui, pain, oui. des Non, sandwichs. non, non, je suis 100% d'accord, mais tu vois, avec les Français, excuse-moi, on va avoir beaucoup de Ah, Français les qui vont Italiens me vont tomber bouffer les dessus. pâtes, les Ils Belges vont bouffer sont les pâtes et le pain. baguettes, etc. Ils sont offusqués, ils sont choqués. Ben, les mentalités changent tout doucement. Hein. Même parfois, bon, il y a des chefs, hein, des cuisiniers de valeur, etc., qui commencent un peu à revisiter. Ceci dit, attention, le gluten, ça donne du goût, c'est addictif. Il y a les gliadorphines qui sont des morphiniques, les gens sont accros. C'est clair, c'est clair. C'est un vaste problème. Hein. Non, mais c'est bien que comme ça, parce que bon, je ne sais pas, tu as plein de trucs à faire et j'en ai pas mal aussi. Je vais encore faire une bio avant d'aller dormir. Donc voilà, on a discuté une petite heure. Je crois que c'est bien. On a échangé nos points de vue. Finalement, on n'est quand même pas du tout éloignés l'un de l'autre et où on se rejoint à 100%, c'est sur cette plaie du gluten. Et figure-toi, je ne me suis pas encore attaqué à ça parce que je me fais les dents sur le l'HB1C et le goûter sucré. Mais c'est vrai que quand tu t'attaques au gluten, tu as C'est lié parce que l'apport de pain à chaque repas, il y a plein de gens qui mangent chaque repas,
amènes une quantité de sucre monstrueuse. Ah oui. Voilà, donc tu as des pics glycémiques, en plus de bousiller ta flore intestinale, d'avoir une inflammation de bas grade, éventuellement un CRP US qui monte à cause de ta dysbiose. Ton candidat albicans, il adore voir arriver du pain, donc je ne vois pas l'intérêt de persister à mettre ce type d'aliment dans une alimentation. Alors que Non, non, mais je suis d'accord, mais moi, je trouve tu as du mérite. Toi, tu leur dis d'une manière tellement pouf que bon, ça ne se discute pas. Moi, parfois, je suis un petit peu plus mal à l'aise, mais en fait, je pense de même. Je pense de même, mais quelle, quelle lutte il hein, manque contre des dogmes, contre des habitudes. Alors, tu entends tout, hein, ah oui, mais bon, hein, c'est là, c'est biblique, c'est ceci, c'est cela. Et puis alors moi qui m'occupe beaucoup de thyroïde, ben, je vois des Hashimoto, mais j'en ai plusieurs par jour Ah alors bah que oui, c'est tu rarissime. enlèves le gluten et les anticorps diminuent, tu es d'accord, hein, c'est un fait. La première chose à faire dans un Hashimoto, tu enlèves le gluten, tu as déjà, Alors moi, t'as qui déjà n'en ai pas trop, amélioré ton Hashimoto, j'ai un à coup sûr. Hashimoto qui n'est pas trop grave, mais continuez le gluten, continuez à avoir une vitamine D basse ou un cortisol bas, vous allez faire une polyarthrite, une sclérose en plaques, un lupus, un truc. Et puis, tu as des patients comme ça qui enchaînent les maladies auto-immunes, simplement parce Ah qu'ils oui, ont une oui. mauvaise flore intestinale. Donc, c'est évident que le lien est. Voilà. OK, ben, grand Et merci. voilà, bon, c'était hein, c'était bien, non? Super. On a confronté tout ça et je te remercie. Donc, je t'enverrai l'enregistrement, je le mettrai moi, sur ma chaîne, toi tu en fais ce que tu veux. Ouais, Et ben, peut-être qu'on remettra ça un jour ou l'autre sur un autre sujet. Bon, sujet. à toi de renvoyer la balle et comme ça on discute. Et puis je pense que. Mais Donc, il y a peut-être une tendance récente à ce que les médecins fonctionnels commencent un peu à discuter un peu plus entre eux, non? Tu j'ai crois fait pas? des vidéos avec un collègue parisien qui est Laurent Fogel, j'en ai fait quelques-unes. Oui, oui. Je fais Je suis en contact avec lui aussi, voilà. Laurent Fougel. Oui, oui. Et On échange. puis, Il voilà. y a Vincent Gastronovo Voilà, avec qui tu j'ai es aussi connecté maintenant. deux conférences bientôt avec Vincent. J'en ai fait une il y a quelques semaines. Et des collègues Nutri également, donc non médecins. On fait c'est sympa, c'est très sympa parce que. Ah oui, non, c'est une bonne tendance parce que c'est plus cohérent aussi. Puis les gens, bon, s'ils entendent des vues, que chacun ait un peu sa façon de travailler et des opinions qui ne sont pas identiques, c'est tout à fait normal. Mais bon, pas se tirer dans les pattes ou quand même essayer de se rencontrer quelque part sur un chemin qui est scientifique et qui a pour effet d'aider le patient, parce que finalement, ça reste quand même ça l'idée. Bon, Ok, bah écoute, eh bonne bien, soirée, bon bonne boulot. soirée, puis une bonne nuit. J'attaque ma deuxième partie de la journée, pas du boulot. Voilà, salut. Et Merci, hein. salut Stéphane, merci beaucoup. Bye.